Il fut un temps où les DJ cherchaient leurs samples dans les bacs à vinyle. Aujourd'hui, ils les trouvent sur TikTok, Instagram ou au détour d'une vidéo tournée à l'autre bout du monde. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Depuis plus de 10 ans, Trinix transforme les sons d'internet en tubes planétaires. Plus d'1 milliard de streams, des millions de fans et une façon totalement nouvelle de faire de la musique. Dans cet épisode, Loïs et Josh nous racontent comment ils dénichent les sons qui feront les hits de demain. Ils nous expliquent pourquoi les réseaux sont devenus leur terrain de jeu et comment deux potes partis de Lyon ont construit une carrière mondiale sans jamais suivre les règles de l'industrie. SoundCloud, TikTok, Spotify, tournés aux quatre coins du monde, création de contenu, on parle vraiment de tout et surtout, on prend le temps. Pendant plus d'une heure, Trinix raconte les coulisses, les déclics, les méthodes de travail. C'est une conversation qu'on entend rarement. Vous allez vous régaler. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir deux invités autour des micros de Supernatif. Ils font partie de cette génération d'artistes qui n'ont pas attendu qu'une maison de disques leur ouvre les portes de l'industrie. Ils ont construit leur carrière avec Internet. Oui, d'abord sur SoundCloud, on va y revenir, puis sur YouTube, Instagram, TikTok évidemment, et puis les plateformes de streaming. Ce duo d'artistes producteurs, eh bien, il redéfinit depuis plus de 10 ans les frontières de la musique électro. Il cumule plus d'1 milliard d'écoutes, près de 10 millions de followers à travers le monde et figure parmi les DJ français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Leur projet est devenu l'un des meilleurs exemples de ce que les plateformes sociales ont changé dans la manière de faire émerger des artistes. Bonjour Josh, bonjour Loïs, je suis très heureux d'accueillir Trinix dans le Super Daily. On est trop content d'être là. Ouais. Merci messieurs, je sais que vous avez des journées de dingue, là on est en pleine période en pleine tournée mondiale, en pleine période des festivals ou des festivals, vous avez fait Fourvière, les Ardentes dernièrement, comment ça va ? Ça va, hein. Là on revient de la tournée internationale, on a enchaîné comme tu dis avec la tournée des festivals et puis on est content d'être là. Hein. Ouais. En plus c'est trop cool que vous soyez à Lyon, c'est juste à côté de la maison donc... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous venez en voisin parce que le duo Trinix, peut-être si que vous tu ne m'avais saviez dit pas. Paris, je serais pas venu. Ça fait presque plaisir à entendre, tu vois, franchement. Donc d'habitude on bataille hein, pour faire venir les gens jusqu'à Lyon, peut-être que tu connais ça, c'est dur. On connaît bien ça, ouais. Mais Donc, on est chauvin, on se bat pour rester à Lyon nous. Un peu trop chauvin, je pense, des fois, mais bon. Je vous ai vu, alors parlons de trucs de chauvin, parlons entre Lyonnais, j'ai vu des images, j'étais pas là mais une bonne partie de l'équipe y était donc au Fourvière, paraît que c'était extraordinaire. Je t'ai vu, je crois, c'est toi Loïs avec un maillot de l'Olympique Lyonnais si je dis pas de bêtises. Ouais, toi aussi t'en as, je crois. Ouais, moi j'avais celui des 75 ans. 75 ans, Okay. ouais. Grand moment j'ai l'impression. Ouais, c'est, déjà jouer à Lyon pour nous c'est toujours un gros moment parce que c'est jouer à la maison devant un public qui nous a vu grandir, nos familles, nos amis. Donc c'est toujours un moment spécial et là en plus de ça on rajoute ce lieu qui est ultra mythique quoi. C'est un lieu, nous quand on était petits on allait faire des sorties scolaires là-bas, on allait au musée, on allait visiter après le théâtre, donc ça représente énormément pour nous de se retrouver là-bas en tête d'affiche d'une soirée. Les images sont folles, j'ai entendu dire par Evan, alors je sais pas d'où il tient cette info, que vous aviez fait un enregistrement de ce truc. On a mis un gros budget capta. Ok. J'ai plus d'oseille les gars. J'ai plus d'oseille. Non, ça coûte super cher mais, bien mais c'est sûr. trop cool, on a vu. Pareil qu'il y avait une caméra sur un filin qui traversait les galops. Ça nous a coûté cher, ouais. On voulait un drone aussi mais on nous l'a refusé. Ok. Ouais. Donc il y a des images à venir à un moment donné là les concert. équipes elles sont dessus, ouais. Okay. J'ai vu une petite capsule tout à l'heure, là, c'est très très cool. En fait, ça fait téloche. Et c'est tout ce qu'on voulait. Okay. Une vraie captation jolie. C'était la ref. On veut une capta téloche. On va parler de ce sens de l'image, parce que Trinix, évidemment, c'est du son, mais c'est aussi de l'image. Ils ont ça en eux. On le disait, là, vous êtes en pleine tournée mondiale. Londres, Sao Paulo, New York. Là, vous revoilà sur les festivals, notamment en France et en Belgique, à côté, là.
C'est une tournée. Comment ça se passe une tournée mondiale comme ça? On sort éreinté, on est sur les rotules, on est comment? Non, ça va. Mais Là, on l'a bien géré. vécu, on l'a super bien géré, mais parce que après, c'est vraiment la première année où on a vraiment autant de dates et dans autant de pays différents. Et du coup. Excuse Travis Scott. Non, mais dans le passé, on a pu subir un peu des plus courts voyages, des fois. Et donc là, vraiment, avant de partir, en fait, on s'est dit, voilà, là on va partir, on a les festivals après la tournée inter, faut qu'on soit carré. Ah, vous l'avez fait genre sportif de haut niveau quoi. Ouais, en fait, on a suivi nos pères quoi. Ouais. David Guetta, on a vu une interview de lui, il disait je fais du sport, je bois pas, je m'impose une routine légumes, etc. Je me couche tôt et tout. Et on s'est dit ok, on va faire ça, on va tester, et on va voir comment on réagit. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mais pourquoi les DJ sont toujours comme ça? J'ai l'impression les DJ ils sont en mode ultra carré. Ouais, c'est les mecs qui tiennent ta soirée qui sont les plus carrés finalement. Ouais. Et puis souvent, enfin ça c'était, je pense, il y a eu des générations avant ça où vraiment ils ont ramené un peu cette image, le DJ c'est un fêtard, c'est un drogué. Non mais je pense qu'avant c'était ça. Non, c'était le cas totalement, c'est ce que je dis, mais vraiment la nouvelle génération, nous, toutes les personnes qu'on connaît et qui ont des succès mondiaux immenses, en vrai, au bout d'un moment, ils se rangent. Et déjà, voilà. je suis témoin, je veux dire, directement, ils sont arrivés à 14h pile. On s'est donné rendez-vous à 14h pile. Non, mais c'est pour dire à quel point ils sont carrés, les gars. Non, mais ouais, c'est ça. Et puis, non, du coup, sur cette tournée, pas d'alcool, on mange bien, on fait du sport, on s'est couché hyper tôt, pas de soirée tardive. Donc, un peu moins de kiff, c'est sûr. Des fois le soir on se regardait à l'hôtel, on se disait putain qu'est-ce qu'on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Vivement qu'on soit sur scène. Ouais, mais c'est ça, parce que en fait faut voir la chose dans ce sens-là quoi. Le moment de fête, c'est le moment qu'on va partager avec les gens et voilà quoi. Bah t'as des gens qui payent leur ticket pour venir te voir, donc tu leur dois ça. On a une vraie responsabilité. On se dit faut qu'on soit en forme, on peut pas être malade, on peut pas être fatigué et arriver à faire la gueule quoi, c'est pas possible. Mais ça c'est l'expérience qui parle parce que vous y êtes depuis un petit moment. J'ai creusé en préparant cet épisode. Je crois savoir que vous êtes rencontrés en 2012. J'aimerais bien qu'on revienne à ce moment-là, le moment où vous vous rencontrez. En fait, vous êtes qui l'un pour l'autre? Vous êtes des potes? C'est quoi le moment de la rencontre? Bah en fait Loïs c'est le petit frère de mon meilleur ami Arnaud. Ok. Donc à la base c'est juste le petit frère quoi. C'est ça. Et on se rencontre à sa kermesse d'école. Donc Arnaud me dit viens, faut que je te présente mon petit frère. Il fait de la musique classique et tout. Il aimerait bien te rencontrer. Et puis on s'est rencontrés là à ce moment-là. Mais parce qu'on vient de la même banlieue lyonnaise, on habitait à Vénissieux à quelques pas l'un de l'autre. Et du coup t'étais avec mon frère au lycée. Et toi t'étais déjà DJ. Enfin Josh était déjà DJ et moi je faisais de la musique classique. J'étais à la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Je venais d'y rentrer. C'est un classe horaire ménager, c'est comme un sport-études, mais où tu fais des claquettes et du chant. Un peu moins stylé qu'un sport-études. Je sais pas, le chant, les claquettes, est-ce que c'est utile aujourd'hui? Maintenant, ça te sert de... Lui me répète au quotidien que oui. Moi, j'ai pas l'impression, mais je sais qu'il a raison. C'est okay. la Donc vous vous êtes rencontrés, parce qu'il y a une différence d'âge entre vous deux. Ouais, il y a 6 ans de différence. Okay. Bah, au début, on n'avait pas pour but de faire un groupe ou de faire de la musique, quoi. On échangeait juste sur... lui, il m'apportait sur justement ce côté un peu scolaire que j'avais pas. C'est même toi qui m'as appris les bases du solfège, etc. Et vice-versa. Moi, je lui apprenais un peu tout ce qui était MAO. Je lui ai dit, tu sais, là, tout ce que tu sais faire, en fait, grâce à la maîtrise de l'opéra, tu peux le faire sur un ordinateur. Et tu peux retranscrire ton savoir sur un ordinateur. Et du coup, c'était marrant, ces échanges au début. Et après, on a commencé à faire des premières drafts, snippets de sons un peu ensemble. Catastrophique, il faut dire. Est-ce que vous les avez gardés? Moi, j'ai tout. Moi, j'ai tout. Ouais. J'ai tout depuis le début, mec. Ça fait du bien de parfois de se remettre, le truc numéro 1 là, le tout début. On a vraiment des vieux trucs, mais ouais, on a appris chacun de l'autre en fait à une période. Moi, quand Josh est arrivé, il m'a dit en fait avec un ordinateur tu peux faire de la musique. Ça a ouvert un champ des possibles pour moi. J'étais dans un truc ultra serré je faisais de la musique classique, c'est ultra carré, y a des règles, il faut les suivre. Et en fait, lui, il m'a ramené tout un côté créatif et original en fait, non, tu peux faire ce que tu veux. Et c'était génial. Donc, on s'est mis à faire de la musique ensemble. Mais on testait des choses. Ouais, au début, c'était vraiment juste pour rigoler, quoi. Et après, un jour, on s'est dit, tiens, il y a cette plateforme-là, SoundCloud, ce serait trop cool de voir ce que les gens ils en pensent. Parce que plus on testait des choses, plus ça commençait à devenir... à l'époque, sympa, tu vois, pour nous en tout cas. Aujourd'hui, quand je réécoute, je me dis c'est une cata. Et on s'est dit, vas-y, on balance ça sur SoundCloud. Et ça a commencé vraiment comme ça au début.
il y avait même pas Trinix, c'était moi mon nom de DJ c'était DJ Flawless. Oh là là. Et moi, du coup, on a dû me trouver Et toi, un nom. t'avais pas de nom de DJ DJ Claquette, c'était quoi? Bah, DJ Claquette. franchement, ouais, je pense qu'il est déjà arrivé dans les. Attends, c'est 10 fois mieux que le nom que j'ai choisi. Non, toi c'était New Style. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. T'avais Enfin, Flawless et New Style Production, tu Ouais. vois, sur Ok. SoundCloud. Et on mettait sur SoundCloud parce que ça nous permettait, en fait, à la base, on envoyait juste à nos potes, tu vois, on leur envoyait sur MSN ou Messenger, quoi, à Ouais. l'époque. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. T'es vieux. Et du coup, on s'est dit, maintenant, on va faire un lien SoundCloud. En fait, on a juste envoyé le lien aux gens. Et en fait, c'était vraiment pour nous un moyen de progresser. On l'envoyait à nos potes et à nos familles. On Ils leur faisaient disait- des retours Ouais, et c'est tout. ça. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, petit à petit, on s'est dit, bah en fait, viens, on se lance un peu un défi de faire ça tous les lundis. On appelle ça les lundis Trinix. Là, c'est là où on a changé de nom. On s'est dit, attends, mais il nous faut un vrai Ah oui. nom parce que faut rentrer un peu dans un truc un peu plus Ouais. sérieux. Et du coup, on a choisi Trinix en cherchant sur. Enfin, on mettait des lettres les unes après les autres. On voulait que ça se termine par un X parce que notre banlieue d'où on vient, ça s'appelle Vénissieux et ça finissait par un X. Et du coup, on a créé Trinix. Et je me souviens, on voulait absolument pas que ce soit référencé sur Internet. On voulait vraiment Un mot qui n'existe pas. un mot quoi. qui Ah oui, n'existe oui, pas, mais ouais. vous aviez déjà pensé à ça. Vous Ouais. étiez dit, c'est déjà une marque en fait. Ouais, voilà, on voulait Ouais, vraiment ouais. créer Je une sais- marque. Je sais pas comment on l'avait vu à l'époque en étant petit. C'était vraiment juste, on voulait un mot. Bah, moi, je m'étais dit, je veux que les mecs qui tapent Trinix, je veux pas qu'il y ait, je sais pas, une Bon marque réflexe, de hein. vêtements. Très ou un bon truc. réflexe. Je veux que ce soit nous directement. Il s'avère après coup qu'il y a une marque un truc technologique, ce serait même pas dire quoi, qui s'appelait Trinix. Ouais, on je l'a- sais on l'a plus, un vu truc plus de tard, quoi. serveur ou quoi. Ouais. Ouais, Parce que bon. bah, ça y est, là, vous les avez enterrés là. Ouais, ouais, À l'époque, c'est eux qui ont changé de nom. Arrête, tu rigoles, mais il y a une IA là, j'ai vu qui est sortie. Je crois qu'ils font de la vidéo et tout, et Ah oui, tu m'as dit qui ça. s'appelle Trinix, Ah mais qui ouais. vient de sortir. Et j'ai grave peur parce que je me dis, t'imagines, ça devient genre l'IA numéro 1 et tout. On verra. Bah là, vous mettrez vos avocats sur le coup hein, maintenant. Ouais, ouais, Les ouais. gars, vous êtes équipés. J'ai l'impression, vous parliez de SoundCloud, j'ai l'impression qu'on parle pas suffisamment de SoundCloud. Parce que SoundCloud, ça a été vraiment un déclencheur pour toute une génération d'artistes. On parlait à l'époque, je pense aux rappeurs, aux beatmakers, etc. On parlait d'ailleurs à l'époque de. C'était quoi on parlait de SoundCloud rap même. Ouais, hein. ouais, ouais, carrément, ils sont ouais. Voilà. rap, ouais. Est-ce qu'il y a eu la même chose avec des SoundCloud producers ou Totalement. ouais. Bah, à Ouais, l'époque, Kate Renada, Petit c'est un Biscuit, Petit Biscuit. ouais. Il y a des mecs qui sont devenus des stars internationales. Pourquoi, selon vous, SoundCloud spécifiquement a explosé? Parce qu'il y avait déjà un certain nombre de plateformes plus grand public Parce que à c'était côté. parce que t'avais pas de limite, t'avais pas de règles en fait. Et pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière, tu pouvais prendre un sample et faire un remix avec et le balancer sur SoundCloud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de droit. Personne Non, ne mais tapait Mais non, ça parce dedans. qu'il n'y de avait, droit. pas de monétisation Non. à l'époque. Et puis, en vrai, c'était la première époque un peu du D2C. C'était un moyen de parler directement avec ses fans dans le sens où, parce que là, on parle vraiment des prémices des plateformes de streaming. Ouais. Où en fait Spotify, personne ne connaissait, Apple Music, personne ne connaissait. Donc, tu avais YouTube où tu pouvais pour le coup mettre. Mais il n'y avait même pas Apple, c'était iTunes. Ouais, il y avait iTunes, mais Ouais. donc c'était YouTube beaucoup. Où il y avait des grosses chaînes d'ailleurs, Electroposé, Mister- Chill Nation, ouais, Mister Sushi Chip et tout, ouais, c'est C'était vrai. des chaînes énormes, même Lofi. La fameuse playlist la Lofi. fameuse playlist Lyonnaise Lofi. aussi, hein, Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, ouais, en fait, ça permettait voilà, de prendre un son, on prenait le fichier MP3, on le glissait, on mettait publié. Ouais. Et c'était trop bien parce que t'avais t'as encore aujourd'hui, mais tu as les commentaires des gens, du coup on pouvait répondre. Non, franchement, SoundCloud de l'époque, ça manque, je trouve, aujourd'hui. Et puis Donc- c'était un vrai moyen pour les gens de découvrir plein de nouvelles musiques en fait. Mm. C'est ça qui Ouais. était Vous vraiment aussi, ouf. ça vous a nourri ce moment-là? Totalement. Ouais. Totalement. Et là, donc, ça commence avec SoundCloud. Déjà, vous avez cette logique, on va dire, de construire aussi votre prise de parole. Tous les lundis, il y a un rendez-vous, on va publier du contenu, on va, voilà, aussi cet aspect communautaire où on peut répondre. Assez vite, arrive aussi la vidéo. La vidéo, alors j'ai pas la date exactement, mais on vous voit débouler sur YouTube notamment. Moi je me souviens d'une vidéo de vous il y a très longtemps où vous repreniez des bandes son de séries télé, Ouais, de séries Netflix Ouais, ouais, en ouais. remix, etc. Un truc assez long, hein, genre un bon 10 minutes d'enchaînement. Ouais. À quel moment là-dessus il y a eu un point de déclic de se dire ah, mais en fait ce qu'on fait en son, ça serait cool de rapporter de la vidéo. Ouais, bah parce que comme on disait, on a eu cette période SoundCloud où on a commencé nous à avoir un peu de visibilité et grâce à SoundCloud et YouTube, c'était trop cool. Il s'avère qu'aussi du coup on a commencé à mettre nos premiers morceaux sur Spotify.
Ok. Parce que vraiment, on adore en fait être au courant des nouveautés qui se passent. Et à l'époque, on entend parler de cette plateforme qui arrive. Et donc, on passe par un distributeur. On met comment mettre sa musique sur Spotify, non, sur iTunes à l'époque, parce qu'on trouvait ça juste stylé. Donc, Ouais, bah on s'était dit, si t'as ta musique sur iTunes, Pour nous, c'était c'est la que tu classe. commences T'as percé. à être, Ouais, connu, bien tu sûr. vois. Et puis on commençait à sortir ce qu'on appelait nos premiers albums, quoi. Donc c'était vraiment des compilations de 10, 14 musiques. Et on trouvait ça trop cool que ce soit disponible sur iTunes. Ouais. Et en fait, en faisant ce move-là, on se rend pas compte à l'époque qu'en fait, on découvre ce que c'est que la distribution de musique. Donc Ouais. on tape sur Internet comment mettre sa musique sur iTunes. On nous dit, faut passer par cette plateforme-là. Tu payes 5 €. Et donc on met nos premiers morceaux sur Spotify. Et sur iTunes, on savait même pas que ça pouvait engendrer de l'argent à l'époque. Nous, c'était vraiment juste parce qu'on trouvait ça stylé. Et un jour, on reçoit 34 €, je me rappelle. On se dit, mais c'est magnifique en fait, Ouais. c'est génial. On est parti au McDo. Au McDo, ouais. Et pour répondre à ta question, en gros, il y a un moment donné où on faisait beaucoup d'écoutes sur SoundCloud et même sur Spotify. Ouais, c'était Il y ça. avait c'est- des millions d'écoutes, mais personne savait qui on était. Et on est fan absolu de Stromae, qui à l'époque faisait les leçons. Ouais. Et on se disait, oh là là, mais quel génie, il arrive à retranscrire son métier quoi, en vidéo. Donc les leçons, c'est Stromae qui montre la construction d'un morceau en C'est fait. ça. hein. Ouais. Il vulgarise un peu C'est- la manière de créer ses Ouais, ouais. morceaux. Et nous, on était à une époque. Ouais, les vidéos, elles étaient folles. C'est Ouais, vrai que c'était vraiment c'était vraiment différent. Ouais, c'était bien. Et nous, on était à une période où, en fait, comme le disait Josh, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'en fait, on a réussi à mettre ces morceaux sur Spotify. On commençait à avoir même des fois des millions d'écoutes sur certains morceaux, mais on n'arrivait pas à vraiment parler à notre communauté et aux gens qui appréciaient notre musique. Et en fait, même, on n'était pas très à l'aise avec la manière de communiquer. C'était l'époque un peu où il y avait DJ Snake, il était au top du top. Et en fait, tout le monde voulait être un peu comme lui. Donc, tout le monde mettait des bombers noirs, des lunettes et était nonchalant. Je ne le dis pas péjorativement parlant, c'est vraiment un peu... pas trop de prise de parole. Ouais, un avec peu froid et distant. Voilà, quoi. c'est ça, avec une imagerie très spécifique. Ouais. Tu communiquais juste quand tu avais un nouveau single, New tu mettais Music Out New Now. Music Ouais. Out Now, tu vois. Et en fait, nous, on a fait, comme tout le monde, on a fait ce truc-là. Et le déclic, on l'a eu à l'ADE. C'est un événement à Amsterdam pour la musique électronique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, on se retrouve là-bas. Et en fait, on voit 10 000 personnes comme nous, avec des bombers, des lunettes, Vous êtes dit, merde. et qui Ah ouais. tirent la tronche. Et en fait, on s'est dit, mais ça correspond pas du tout. C'est la grande à- époque justice aussi, un peu Ouais, dans la c'est DA. ça, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et ça correspondait pas du tout, en fait, à même qui on était. Nous, Surtout que dans les la gens, vie. quand ils nous rencontraient, ils nous disaient, ouais, en fait, vous êtes grave Beaucoup plus cool solaire, que ça, ouais, vous c'est êtes ça. super cool Ouais. et tout. Et on était juste pas, je pense, en fait, parce qu'on était jeunes aussi, donc on savait pas trop quoi faire. Et on n'était pas en fait en adéquation avec notre manière de communiquer. Et à partir de ce jour-là, on s'est dit, on va communiquer de la manière dont nous, on a envie de communiquer et ce qui nous fait, nous, kiffer et rigoler, en fait. Et donc, on a arrêté de se prendre la tête à partir de ce moment-là à être un peu plus marrant en story, montrer un peu plus nos vies, nos galères. Et aussi, parce qu'on adorait faire ça, parce que nous, on est vraiment des enfants d'Internet, en fait, notamment avec les vidéos Stromae. Donc, on faisait déjà ça depuis un moment, mais on le gardait pour nous. C'était des petits mash-up de plein de trucs rigolos, quoi. Et on aimait bien vulgariser un peu la musique. Et on s'est dit un jour, viens, on essaie de poster ça sur les réseaux et on verra bien ce qui se passe, quoi. Et donc, pendant des années, on a fait ça. Tu sais, c'est amusant parce que j'ai mon associé Rémi qui dit souvent il faut 10 jours pour être connu du jour au lendemain. C'est ça, Et ouais. j'ai l'impression que votre histoire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, quand je vous découvre réellement avec ces vidéos, en fait, ça fait déjà 10 ans que vous êtes là, que Ouais. vous faites déjà beaucoup de sons. À quel moment, dans cette période de 10 ans, il y a eu ce déclic de dire tiens, il se passe un truc là. Ce projet, c'est pas que du studio. À un moment donné, on pourra monter sur scène aussi avec ça. C'est arrivé vite le sujet de la scène. Ouais. Ouais, en vrai, ça arrivait même avant les vidéos. Hein. On a commencé nos premières scènes. Au début, c'était des petites scènes à Lyon. On a fait le Craspec Music, qui est une toute petite salle de 80 personnes. Mais c'est en vrai, 80 personnes, pour nous, à l'époque, c'était un stade. Ouais, Tu bien vois. sûr. Quand tu arrives, c'est ta première date. Après, on a fait la maison mère. Et plus on grandissait et on faisait des salles plus grandes, on a fait aussi le premier festival qui nous a donné notre chance, c'était les Répercussants. Où là, on est arrivé, pour moi, il y avait 100 000 personnes devant moi, alors qu'il y avait littéralement 1000 personnes. Ouais, tu j'ai vois. revu des images, ouais, c'était pas ce que je C'est pensais. énorme, 1000 personnes. Ouais, c'est énorme, oui, mais- mais dans ma tête, vraiment là, moi encore jusqu'à il y a pas si longtemps, il y avait vraiment 30 000 personnes. Ouais, on s'est rematé les after-movies, on s'est dit, mais en vrai, il n'y avait personne, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui arrivait ultra tôt. Ouais, ça Ouais. arrivait tôt. Et plus on en faisait, plus on était... c'était une drogue, quoi. On Ouais. avait envie d'y retourner. Mais dès le départ, Mm. même quand on a commencé à discuter ensemble, à créer des morceaux pour s'amuser, on pensait déjà
au concert. Et puis on est allé chercher ça, quoi. La maison mère, je me rappelle, on allait les chercher, ces opportunités-là. C'est pas des trucs qu'on nous a apportés sur un plateau, c'est que c'était une vraie envie de nos. Vous vouliez être sur scène. Ouais, parce qu'on était fans, comme il le disait tout à l'heure, de Stromae. On est de grands fans de C2C. On se mangeait des claques quand on les voyait en concert. On adore c'est ça, voir des artistes performer sur scène, en fait. Parce qu'il y a vraiment cet ensemble de choses qui moi, me pose question sur l'étiquette. En fait, qu'est-ce qu'on doit dire de Trinix ? Vous êtes quoi ? Si je résume, je suis allé sur vos bios, il y a marqué French Electronic DJ Group. Ouais. Voilà, mais dans les faits, vous êtes producteur de son, vous êtes compositeur, vous êtes créateur de contenu, on va en reparler tout à l'heure, vous êtes aussi storyteller, on l'a bien compris, il y a une narration derrière tout ça. Comment vous définissez exactement ? C'est quoi le meilleur moyen de vous raconter ? Nous, on dit DJ producteur pour vulgariser tout ça. Mais c'est vrai que c'est... même nous, on se pose la question des fois parce qu'on fait beaucoup de choses, en fait. Et on n'est pas vraiment dans... Tu vois, on ne fait pas partie de la scène, par exemple, de DJ underground ou de la French Touch. Ou... On n'est pas vraiment dans une case, quoi. On est un peu un ovni de ce truc-là, ouais. On a notre propre case, en fait. Ouais. On aime bien, on aime bien se comparer, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir, mais on n'aime pas trop les comparaisons. Ouais, on n'aime pas trop les comparaisons. Mais si je devais prendre des artistes qui sont dans le même cas que nous, ce serait un peu Big Flo Oli, tu vois. Ouais. Parce que ils font pas vraiment. Maintenant plus, je trouve, ils commencent à s'affirmer vraiment dans la scène rap. Mais il y a quelques années, ils n'étaient pas vraiment dans le rap. Ils n'étaient pas catalogués rap. Mais ni variété française, ni ça. Et du coup, ils ont un peu créé leur propre case. Je vois la comparaison. Elle me parle. Ouais, je comprends. Comment t'expliques que vous, là, justement, ce microcosme, on va dire, de la musique électro, vous ayez toujours évolué à la fois dedans et un peu parallèlement aussi, ça tient à quoi ? Je pense que ça tient à plein de choses. Ouais. Déjà, le fait d'être lyonnais. Ouais. Le lyonnais est un peu est très spécial. On est vachement dans notre coin, on fait les choses par nous-mêmes, sans forcément se mélanger. Et en plus de ça, parce que nous, en fait, on a fait les choses parce qu'on avait envie de les faire dès le départ. Et notamment ce truc de vidéo, on nous l'a souvent reproché un peu à nos débuts. Je pense en 2018-2019, il y a pas mal de personnes un peu dans l'industrie même qui nous ont dit c'est ridicule, vous affichez un peu à faire des vidéos comme ça. Quand tu vois Guetta maintenant sur TikTok. Mais tout le monde, c'est devenu le vecteur de communication de The Weeknd, de Rosalia, de tout le monde en fait. Et c'est juste que nous, on a eu la chance d'arriver aux prémices de ça et d'aimer ça. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. Et donc je pense que ça nous a un peu écarté au début. Et on est touche à tout, nous. Donc, on veut pas être mis aussi dans une case. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on est un petit peu sur le côté. C'est ça. Sur le côté, grand mot. Je n'irai pas jusque-là. Parce que si vous le connaissez pas, Trinix, si, vous le connaissez forcément. Mais en vrai, il a raison. C'est vrai qu'on est un peu sur le côté. Aujourd'hui, on l'accepte. Avant, c'était vraiment un truc... on le vivait mal. On le vivait hyper mal. C'est vrai. On a mal vécu pendant des années. Bah oui, parce qu'on était là, on faisait des hits. On se disait, mais attends, mais pourquoi... telle radio, ils font une cérémonie, ils remettent des awards, pourquoi on n'est pas invité alors que on a été numéro 1 cette année, tel média il parle jamais de nous alors que c'est un média DJ, il parle de tous les DJ du monde sauf nous, et ça aujourd'hui on l'accepte, tu vois, c'est un truc où on s'est dit en vrai Balek, on est notre propre média, tu vois, et c'est pas grave, nos salles elles sont remplies, les concerts qu'on se fait ça se passe très bien, quand on sort des albums les gens l'achètent, on n'a pas besoin des médias et on est heureux comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un truc, c'était compliqué au bout d'un moment. On a réussi à créer notre petit microcosme où en fait on peut parler en direct avec les gens, et c'est en fait d'ailleurs la problématique de plein d'artistes maintenant qui ont eu même des gros succès avant, c'est que des fois ils arrivent plus au bout d'un moment à aller voir leurs fans directement, à leur dire voilà j'ai sorti ça, ou je vais faire un concert, parce que l'info, c'est le truc le plus dur maintenant, j'ai l'impression, c'est de passer l'info aux gens qui t'écoutent et à tes fans. Parce qu'on vit dans un monde où c'est l'algorithme qui décide un peu. Nous, on a eu la chance, mais vraiment, on l'a pas fait de manière réfléchie. Encore une fois, c'est vraiment juste parce qu'on aimait bien ça, quoi. Donc, on a la chance de maintenant être notre propre média et faire les choses par nous-mêmes. On reparlera de ce mot chance. Je pense que c'est aussi beaucoup de boulot. On va en parler. Un de vos énormes cartons, les amis. Depuis tout à l'heure, on discute avec Trinix. Peut-être que vous n'avez pas capté qui c'était Trinix. Un énorme carton. Thank You for Sunshine.
Énorme carton, voilà. Vous partez de ce chant a cappella d'un jeune Jamaïcain, je crois qu'il s'appelle Rushown, c'est ça? C'est ça, ouais, Ok. Rushown, ouais. Pour en faire un hit mondial porté par TikTok. Énorme carton. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette matière première? Comment vous tombez sur la vidéo de ce jeune Jamaïcain qui chante a cappella? Ça, c'est ton petit secret, ça. Aux toilettes. Ouais. C'est ça, Internet, c'est les toilettes. C'est les toilettes. C'est le moment TikTok. Le moment TikTok, ouais, ça c'est ça. s'accorde, hein. Je me l'accorde aux toilettes, tu vois, parce que sinon, c'est toute la journée, tu peux passer. J'arrête pas de dire aux équipes ici, je dis on fait du contenu pour les toilettes, les gars. Ouais. Bah, Ouais, c'est vrai. C'est Non, vrai. et ouais, je tombe dessus et je lui envoie, je lui dis, mec, elle est trop stylée cette vidéo, il dégage vraiment quelque chose, ce petit. Et du coup, on l'a fait comme on fait à chaque fois, quoi. On a juste produit, pour remixer ce petit, on a balancé ça, mais sans s'attendre à quoi que ce soit, en fait. Et derrière, c'était la première fois qu'on se prenait un vrai raz-de-marée sur les réseaux. Moi, je l'ai écouté en boucle. Et je l'ai écouté en boucle avec ma fille. Et je trouve aussi que ce titre, et puis beaucoup des titres que vous proposez, ils sont intergénérationnels. Ils ont ce truc à la fois très pur, en fait, qui permet qu'un adulte il puisse le kiffer avec son point de vue d'adulte, et qu'un enfant, c'est très, ça vient du cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, Bah ouais, complètement. Et on ouais. le voit d'ailleurs dans nos concerts, ça va de 7 à 77 ans, quoi. Même Ouais. plus vieux, là, C'est si on ça. avait ton grand-père. Il manque 92 ans. 92 ans. Mais ouais, on le voit, on touche tout le monde. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu un combat aussi, parce que comme on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent nous voir, qui aiment bien venir avec leurs parents et tout, les promoteurs, quand on fait des salles de concert, que ce soit à l'étranger ou en France, on leur dit, ouais, faut bien que ce soit accessible aux mineurs, et ils comprennent pas. Parce qu'on est catégorisé justement un peu DJ. Et en fait, c'est vrai que vu que nous, comme on disait tout à l'heure, on a quand même notre case un peu à nous, c'est difficile d'expliquer aux gens, ouais, en fait, on fait de la musique électronique, mais c'est très multigénérationnel. Ouais, Nous, à c'est nos vrai. concerts, vraiment, il y a des enfants de 6 ans et ça va jusqu'à 70 ans. Et donc, en fait, on essaie de... Mais c'est difficile, quoi, d'éduquer les gens On a le public de Vianney. Ouais, c'est ça. Non, mais un peu, ouais, en vrai. Et donc, c'est là Ouais, où... ou de Big Flo et Oli. Ouais, c'est Enfin, ça. ils ont aussi ça, en fait. Hein. Mm. Là, on parlait de Thank You for Sunshine. On peut aussi parler évidemment de Vaitimbora. Énorme carton. Hein. Là, vous vous appuyez sur la voix de Mariana Froes. C'est un morceau qui, à l'époque, est déjà finalement bien installé au Brésil. Elle est déjà identifiée. C'est pas comme ce jeune enfant jamaïcain que vous avez trouvé. Vous le remixez et là, vous en faites un tube qui passe de un truc un peu brésilien à un truc global, worldwide. Plus de 250 millions d'écoutes. Je suis tombé sur ce chiffre en un an. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que le succès de ce remix-là, il vous a surpris dans sa vitesse et son ampleur ou... Ouais, on est toujours surpris à chaque fois, surtout vu la genèse de ce truc où, en fait, on venait de jouer au Zénith de Paris. Et ça avait été un moment un peu éprouvant pour nous, parce que les mois de préparation de Zénith étaient compliqués, parce qu'on se donne à 2000% pour vraiment que les gens aient un concert magique à chaque fois. Et donc on est sorti de ce truc-là vraiment éreinté. Et on n'avait plus forcément de vidéo, parce qu'en fait, on se prend pas trop la tête avec un calendrier et tout. Et il y avait cette vidéo qu'on avait tournée il y a déjà, je sais pas... En fait, on a un petit dossier, tu vois, vidéo plein de avec vidéos. des trucs qu'on garde au cas où, tu vois. Et il y avait cette vidéo-là, et du coup, on se dit, bon, vas-y, on va mettre ça, et on verra bien, tu vois, nous, on aime bien, on trouve c'est stylé, c'est cool, la musique est cool, et on poste ça, quoi. Mais sans aucune ambition. Et en fait, le truc, nous échappe complètement, quoi. On voit les gens qui commencent à utiliser le morceau, d'abord par dizaines, par centaines, par milliers. Quand tu dis utiliser, c'est dans TikTok, hein, ouais, c'est directement, ça, hein, TikTok et Instagram, les ouais. gens l'utilisaient en fait sur leurs vidéos, Ouais. et en fait, ça nous a complètement dépassé, quoi. Et là, comment ça se passe avec la chanteuse, avec Mariana elle est au courant de ça? Elle le découvre comme vous, genre boum, ça explose? Comment ça se passe en fait? Ouais, bah ouais. Il y a un truc qui m'échappe, mais c'est sans doute une spécificité aussi du DJing. C'est l'empreinte son à gauche, Ouais. à droite. Bah forcément, ouais, le découvre. Enfin, je veux dire, le moment où ça devient viral, Ouais. on le découvre tous ensemble parce Ouais. que personne s'y attendait. Et en fait, ouais, c'est toujours de la même manière. C'est après, faut trouver un arrangement avec les chanteurs ou avec Ouais. leurs équipes, ou alors quand ils sont déjà signés comme Mariana,
avec son label. Et faut juste trouver un accord pour que le morceau. C'est plus compliqué quand il y a un label. Ouais, c'est plus compliqué quand il y a un label, forcément. Puis quand il y a des centaines de millions d'écoutes derrière, là, comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est un peu compliqué ce genre de choses souvent. Ça complexifie ou pas, tu vois? Ça complexifie, mais en fait, ça complexifie et ça aide à la fois parce que nous, le nombre de fois où on a eu des refus, par exemple, on a envoyé des morceaux à des gens, on a eu des refus de base. Et on a juste fait une petite vidéo sur internet, la vidéo a explosé et qu'après le label revient. Alors certes, le label est un peu chiant avec nous sur les pourcentages, etc. Mais en attendant, la finalité, c'est quand même qu'on arrive à sortir ces morceaux-là. Alors que de base, on n'aurait jamais pu les sortir. Moi, j'ai envie de vous poser une question de data analyst là. Je mets ma casquette. Vous évoluez dans une industrie qui aujourd'hui dispose de beaucoup de data, hein, on le sait. Pour notamment jauger d'un succès. Et moi, la question que je me pose, c'est quels signaux vous font comprendre que ce titre, Vitim Bora, ça y est, il est en train de devenir un vrai phénomène. Est-ce que c'est plutôt les streams? Est-ce que c'est plutôt les sauvegardes, tu vois, sur les plateformes? Est-ce que c'est plutôt la réutilisation des sons sur TikTok, Insta? Je sais pas, le nombre de Shazam. T'as tellement de data que vous avez, tu vois. Shazam, c'est un super bon moyen de... pour moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen de voir si un morceau, c'est un gros succès ou pas. Parce que quand tu commences à être... Là, pour le coup, Vitim Bora était numéro 1 dans plus de 14 pays. Je pense top 5 dans le monde. Et top 5 dans le monde. Des trucs de fou. C'est la meilleure data, quoi. Ouais. Donc là, combien de personnes ont shazamé le titre parce qu'ils l'ont entendu? C'est ça. Je crois que c'est 2 millions de personnes qui ont shazamé le morceau. Mais ouais, il y a plusieurs étapes. Donc toi, tu sais qu'avec ça, là, si tu peux le comparer, tu te dis, là, c'est énorme. Il y a un truc qui est en train de se passer. Ça, c'est une data pour toi. Ouais, ça, c'est vraiment une data. Mais de base, la première data, c'est le nombre de personnes qui commencent à utiliser le morceau. Ensuite, c'est Shazam. Et ensuite, ça convertit ou non en stream. Mais ce qui montre, je trouve, le succès d'un morceau, c'est quand tout ça se fait de manière organique. Parce qu'il y a plein de labels qui payent des millions et des millions d'euros pour des stars et qui arrivent des fois à avoir, de nos jours, 50 millions d'écoutes. Tout le monde peut le faire si on a 5 millions sur la table en marketing. Bien sûr. Nous, là, on arrive à voir que quelque chose est un succès, c'est quand le c'est public les gens qui décide. C'est vrai que là, c'est une vraie data de bouche à oreille. C'est ça. Pour le coup, il n'y a pas plus bouche à oreille. Parce qu'effectivement, tu Totalement. fais des campagnes d'influence, tu places ton titre à gauche, à droite. Et puis, ok, je comprends. Sur Beautiful Day, sur Vitim Bora, le point de départ, ça semble, vu de ma fenêtre en tout cas, être souvent cette vidéo courte. La fameuse vidéo courte où on vous voit ce qui ressemble à du React. D'ailleurs, je me disais, en préparant cet épisode, je me disais, mais en fait, ils ont été grave précurseurs sur ce truc de React. Maintenant, on en voit partout ce format React où on voit des gens réagir à un truc de télé, réagir à un son, réagir à un bout de film et tout. Vous, finalement, c'est ça, vous réagissez à un artiste à l'autre bout du monde et puis par-dessus, vous allez rapporter une compo. Il se situe où le point de départ créatif? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce moment de la vidéo? Est-ce que c'est avant? C'est quand réellement vous passez dans la phase de création? En vrai, c'est avant. Nous, on le vulgarise en vidéo pour faire genre c'est hyper simple ce qu'on est en train de faire. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Généralement, ça nous prend 3-4 jours pour composer un titre. Et après, en fait, on fait en sorte que les gens qui nous regardent se disent ah ouais, c'est super simple ce qu'ils sont en train de faire. Nous, ce qu'on fait, le concept, c'est le live looping. Et en fait, c'est de jouer les éléments un par un. Et en fait, ça permet vraiment de vulgariser, de montrer aux gens, ok, là, on va mettre une guitare. Après, on va rajouter un shaker. Ensuite, après, on va rajouter des batteries, une basse. Et ça, c'est complètement pris de Stromae, par exemple. C'est le même principe, sauf que nous, on le fait en direct live. Lui, c'est étape par étape. Nous, c'est vraiment à la chaîne, quoi. Mais oui, on est totalement inspiré, par exemple, d'un gars comme Stromae. Et aujourd'hui, ce format vidéo courte, parce que c'est pas non plus un morceau, c'est court, hein, ça fait pas la durée d'un morceau sur Spotify, mais pour autant, est-ce que c'est un terrain d'expérimentation? Parce que quand on va sur vos réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, il y a vraiment une foultitude de contenus de ce type, comme ça en mode React, avec vous qui recomposez par-dessus. Le point de vue, de votre point de vue, c'est quoi? C'est un territoire d'expérimentation? C'est exclusivement un kiff Maintenant, c'est un peu les deux, en fait. On se dit, il y a des morceaux, on aimerait bien les sortir. Mais on sait pas trop et on se dit on va les tester sur les réseaux. Si les gens aiment bien, derrière on le sort, et si on voit vraiment que ça réagit pas ou que... En fait, on a repris un peu ce qu'on faisait avant sur SoundCloud finalement, mais aujourd'hui avec les vidéos, c'est les gens qui décident, on regarde les commentaires. Il y en a même des fois qui nous font des retours sur c'est dommage, vous avez mis telle mélodie, ça gâche la voix de la chanteuse, et du coup on les refait.
sans la mélodie, on la reposte, et des fois ça marche mieux. Donc ouais, on écoute aussi les retours des gens, quoi. Ok, donc c'est aussi ça. Ça vous permet aussi, vous, de tester, on va dire, des sons et de savoir, tiens, ce truc-là, il accroche, le public accroche dessus. Ouais, et puis ça nous permet aussi de tester plein de choses qu'on n'aurait pas forcément peut-être eu le courage de juste sortir directement sur les plateformes de streaming. Parce que justement, on est dans une ère où... Vaikimbora, on l'aurait jamais sorti. Ouais, je pense pas qu'on l'aurait sorti. Alors, c'est de la bossa nova. C'est un morceau qui nous plaisait, nous, parce qu'on l'a produit. Mais c'est vrai qu'on se serait dit, ça colle peut-être pas à ce qui marche en radio ou en streaming. Et en fait, le fait de pouvoir expérimenter tout ça et de voir des fois certains morceaux marcher, ça nous a grave libéré artistiquement de se dire, mais en fait, on s'en fout de se dire ça va marcher, ça va pas marcher. C'est le public qui décide. Et c'est pas une radio, quoi, en fait. Donc faisons et on verra. C'est quoi le workflow ? J'ai compris qu'il y avait des toilettes impliquées dans le workflow, mais ça se passe comment ? Vous avez, je sais pas, votre tel, il est blindé de refs que vous avez trouvés, vous avez des archives partout, etc. Ouais. C'est ça l'idée ? Ouais, on a un petit dossier sur chaque plateforme où on save, en fait. Il y a un dossier idée et il y a des milliers de vidéos. Incroyable. Donc là, vous avez vos spots, quoi. C'est aussi ça. Finalement, ça, je trouve ça amusant parce que si on revient aux bases du DJing, du disque jockey qui allait dans les bacs chercher les vieux samples et tout, c'est exactement ce que vous faites, mais à l'heure de la culture internet globale, en allant trouver des sons à gauche à droite. Et on continue à le faire aussi avec des vieux vinyles. Hein. Si on prend un exemple avec un titre qu'on a sorti en 2023 qui s'appelle Emorio. Ça vient d'un vinyle que j'avais trouvé lors d'un voyage au Brésil. Donc on fonctionne comme ça pour les vidéos, mais aussi pour les vinyles, quoi. Pour reprendre ce que tu disais. Il n'y a pas que le son, il y a la vidéo aussi qui compte ou pas. Par exemple, là, il y a une vidéo, il y a un titre qui circule sur votre TikTok avec une petite tibétaine là. Et évidemment, sa mélo, elle est très cool, mais la petite, elle est vraiment envoûtante, quoi. Est-ce que ça joue, ça joue de fou. Ouais, des fois il y a des histoires super belles aussi. Nous, ça nous permet aussi des fois de mettre en avant justement des storytelling super cool. On a fait pas mal de vidéos, c'est ça. Que ce soit avec cette petite tibétaine, même Roshan, en fait, tout ce qui se passe autour de ce morceau, quand on connaît la genèse, c'est ouf, en fait, de se dire que Roshan, ça lui a changé sa vie, tout ça, et c'est trop beau, par exemple. Raconte-nous ça, là, parce que, effectivement, le truc, c'est que d'un coup, ces inconnus, ils explosent à l'échelle monde. À la base, en vrai, ils ont peut-être rien demandé. Hein. Ils ont fait leur petite mélodie tranquille dans la cour de l'école. Là, Mais il y en a des fois qui veulent pas sortir le morceau aussi. Il y en a, on leur a déjà demandé. On leur parce qu'on demande à chaque fois. On leur a dit est-ce que ça vous tente de sortir le morceau ? Et il y en a des fois qui nous disent non. Là, pour cet exemple de Beautiful Day avec Roshan, c'est la vidéo commence à exploser. Et du coup, nous, on rentre en contact avec sa sœur à l'époque. Et eux étaient directement en contact avec parce qu'en fait c'est une reprise d'un chanteur Jermaine Edouard. Okay. Et donc en fait eux étaient directement en contact avec ce gars-là qui lui est aussi jamaïcain et qui les a un peu pris sous leur aile. Okay. Et du coup donc nous au début on discutait avec sa sœur, ensuite on s'est mis à discuter avec justement ce gars-là. Et eux pour le coup on leur a dit est-ce que vous voulez sortir le morceau ? Ils nous ont dit oui. Mais ils ont voulu le sortir après chez un label. Ça, c'était pas notre choix à nous. Nous, de base, on leur avait dit, franchement, même on vous donne 100%, on s'en fout. C'est juste, on veut que, l'histoire est trop belle, on veut juste que le morceau il sorte. C'est un message cool. Eux ont préféré qu'on le sorte chez un label. Je crois que c'est Sony à l'époque. Ils ont géré ça de leur côté. Mais nous, on est quand même resté en contact avec Roshan. On l'a vu plusieurs fois en FaceTime. On voulait le faire venir à Paris. On voulait l'emmener à Disney. Mais c'était pas possible parce que c'était des galères de passeport et tout, parce qu'il vient vraiment d'une petite campagne en Jamaïque, il avait même pas internet, donc même pour l'avoir en FaceTime, fallait s'organiser. Fallait prendre rendez-vous 3 semaines avant. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est une super belle histoire. Quelle est la part de plaisir dans... Alors, je comprends dans la découverte, aller trouver, tu vois, des pépites, mais aussi dans la dimension humaine, le fait que ces pépites, ça soit des êtres humains à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, ça vous nourrit au-delà de l'artistique, ça ou Ouais, totalement. Et puis, il y en a avec qui, vraiment, on a noué des vrais liens. Il y a plein d'artistes qu'on a rencontrés sur Internet, avec qui, maintenant... on échange très souvent. Natalia Doko, par exemple, qui est venue aux Nuits de Fourvière la semaine dernière.
c'est devenu une amie. Ouais. Et c'est trop drôle parce qu'à la base, ça part vraiment d'une vidéo sur Internet. C'est ça, on découvre une vidéo d'elle qui chante Kedat et Luna. Et il y a plein d'artistes comme ça qu'on a découvert. Donc c'est trop cool, en vrai. Moi, je suis aussi bluffé par votre capacité à vous inscrire dans la culture Internet. Je pense là au fameux remix de For Sure de Macron. Ouais. Là, on est en pleine culture. Ça, c'est un autre dossier, c'est idée à la con. J'aimerais bien qu'on parle de ça. La grosse sens du timing sur ce coup-là. Et du mème aussi. Tu vois, de la culture pure Internet, etc. Donc là, vous faites, je crois, 30 000 likes sur cette vidéo en quelques jours côté TikTok. Ça vient d'où ce genre d'idée-là ? C'est qui alimente ce dossier idée à la con là ? En vrai, ça fait vraiment partie de ce qu'on est. En vrai, depuis qu'on est tout petit, on kiffe Internet, on regardait les apps de spions, ce genre de choses. Donc on fait vraiment partie de cette culture Internet. Et donc quand on voit des vidéos un peu marrantes comme ça, et qu'on arrive à faire un truc un peu second degré en ramenant quand même un côté un peu musical, bah nous en vrai, ça nous fait vraiment rire. Et je trouve que c'est bien aussi ça détend un peu l'atmosphère des fois. Après, il y a certains artistes qui le font super bien, juste de la musique ultra intellectuelle, machin. Nous, on aime bien ce côté un peu, des fois, on se prend pas la tête, c'est marrant. Les gens qui nous suivent, ça les fait rire. Nous, ça nous fait rire. Et voilà, quoi. Là, c'est plus border à cet endroit-là. Là, vous prenez plus de risques. Comment ça se passe là ? Vous avez une imminence grise qui vous dit, les gars, n'allez pas là-dessus. Il y a des fois où même nous, on se calme, tu vois, on se dit non, ça, pas ouf de le faire, tu vois. Macron, typiquement, on s'est posé la question, on s'est dit, c'est politique. Nous, on prend jamais, on parle jamais de politique, de ce genre de choses. On ne voyait pas comme un truc politique, nous, en fait. Non, ouais. On voyait pas comme ça. D'autant plus que, au-delà d'être un groupe français, vous êtes un groupe mondial maintenant. Tu vois, vous êtes des DJ monde. Donc il y a aussi ça, quoi. Le même, il était à l'échelle monde. Mais est-ce que vous avez quelqu'un sur ces sujets-là, une personne de confiance qui vous tape sur l'épaule ou que vous pouvez solliciter quand vous avez un doute ? Ouais, les potes, en vrai, les potes, c'est le mieux. Hein. On est vachement maître de notre truc. En vrai, si on a envie de poster quelque chose, on le postera. On essaie de pas trop se prendre la tête vis-à-vis de ça, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, en vrai, dans 2 jours, les gens, ils auront zappé, quoi. Parce que tu postes un truc, les gens sur le moment... Non, regarde McFly et Carlito, ils se font encore emmerder avec leurs histoires de Macron, tu vois. Ouais, mais parce que pour moi, c'est une autre dimension. Il l'invite sur une vidéo et il lui donne un vrai temps de parole. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, après voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, ça c'est chacun son chacun. Mais là, c'est vraiment juste le truc de... On a repris une vidéo, ça aurait pu être vraiment... On l'a fait des fois avec des gens inconnus au bataillon. Bien sûr. Des mèmes. Donc je trouve que c'est quand même différent. Et c'est pour on ça l'a pas fait pour Trump. Ouais, on l'a pas fait, tu vois. On l'aurait pas fait pour le coup, là. Mais donc tu peux te supprimer ton compte, en fait. C'est trop risqué, beaucoup trop dangereux. Je comprends. Je pense qu'il n'y a pas le second degré, là. Est-ce que vous pensez que pour un artiste en 2026, il faut obligatoirement penser à la création de contenu et aussi au levier communautaire ? Est-ce que ça fait partie du game obligatoirement aujourd'hui ? Malheureusement, obligatoirement, comme tu as dit, tu vois, c'est le mot. Et moi, c'est ce que je déplore un peu. Je vois beaucoup d'artistes, et j'en connais, qui sont pas à l'aise avec les réseaux, qui n'ont pas envie de faire ça et qui ont un talent de ouf, mais qui n'ont pas le choix, en fait. Aujourd'hui, quand tu vas voir un label ou une major, surtout que ce soit Sony, Universal ou Warner, ils vont te dire c'est quoi tes stats, quoi, t'as combien de followers ? Et je trouve ça nul, en fait, de demander ça à un artiste. C'est déjà fais-moi écouter ta musique, montre-moi ton univers, et après on parle stratégie à la limite. Et là aujourd'hui, on impose. Moi j'ai un pote qui est parti voir un label, ils lui ont dit faut que tu fasses tant de réels par jour, faut que tu postes tant par jour, et c'est nul d'en arriver là. Ça, je trouve ça un peu triste. Ouais. Moi, je trouve que là où c'est peut-être le plus frappant, c'est quand la majeure décide de le faire à la place de l'artiste même. Ouais. De toute façon, t'es pas à l'aise, laisse tomber, on a des équipes. Et en fait, ça se sent quand même. Mais oui, mais ça, en plus, il y a plein d'artistes aussi qui prennent des potes. Je leur dis, mais arrêtez de faire ça, en fait. Ils prennent c'est marrant, je vais te dire ça à toi parce que vas-y, je t'ai tendu une perche énorme. Mais parce que vous êtes une agence de communication avant tout, et tout, vous travaillez pour plein de marques qui du coup ont pas le temps de s'occuper de ça, et c'est ok parce que si tu bosses pour la SNCF ou pour d'autres trucs, ils ont pas le temps de faire ça, ils passent par des pros. Il y a des artistes qui prennent des mecs dans la com, des community managers, des community managers pour gérer entièrement leur contenu de A à Z, donc story, post, etc.
Et en fait, moi, je me dis, frérot, si c'est pas comme ça que tu vas gagner en notoriété, c'est pas comme ça que tu vas gagner en abonnés, parce que ce gars-là, s'il savait le faire, il le ferait pour lui. Tu vois, il le ferait pas pour toi, en fait. Il le ferait pour lui et il serait déjà connu. Donc ça a pas trop. Mais Josh, vous avez des équipes, vous là, c'est pas possible. Non, sérieux. Franchement, tout ce qu'on fait, c'est vraiment très très artisanal, mais à un point. On n'a pas de manager au day-to-day, par exemple. On n'a qu'une personne qui nous aide sur la partie business. T'as bien vu quand t'as pris... Ouais, bien sûr. Quand on a pris contact et tout. Quand on a pris contact, c'est nous, on te répond en direct, tu vois. Donc on gère toute la communication, c'est nous qui la gérons. Toute la stratégie, c'est nous qui la gérons. Toutes nos musiques, c'est nous qui les faisons. Il y a des DJ qui font plus forcément aussi leur musique, tu vois. Grand bien leur face. On gère, même sur l'aspect création de concert, on est très très investi. Donc, sur la création de la scéno, sur la création moindre du show, lumière, tu vois, qui va s'allumer. On est au courant de tous les budgets, on est au courant de... C'est chronophage, tout ça. Ouais, c'est chronophage, mais parce qu'on n'a pas aussi trouvé jusqu'à présent, je pense, les personnes pour nous entourer. Et parce que nous aussi, on sait ce qu'on veut. Donc là, la team Trinix, bon, vous deux, ça on a capté. Il y a qui d'autre autour là? Il y a un chat. Ouais, il y a un chat. Non, après, on a quand même des gens au quotidien, parce que c'est quand même pas viable, dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, on a... déjà, il y a le chauffeur de la limousine qui vous a amené tout à l'heure, déjà, pour commencer, excuse-moi. J'aimerais bien. On est venu en dot, si les gens veulent savoir. Une dot pour nous. Faut pas faire ça. On a un business manager qui, lui, va s'occuper vraiment de l'aspect business. On a donc un agent qui s'occupe de nous trouver des dates. En France, on a un agent européen et un agent aux États-Unis. Eux, ils s'occupent vraiment qui sont des dates. tourneurs aussi, c'est ça? En France, oui, et les deux autres, c'est vraiment juste des personnes agents, ils vont chercher des dates. Et un assistant aussi qui gère toute la partie... Si on a besoin, par exemple, de trouver, je sais pas, des photographes ou des vidéastes pour venir nous filmer à tel concert, au lieu de le faire nous-mêmes, ça passe par normal. C'est ça. Et après, sur l'aspect tour, il y a des équipes techniques. Donc après, tout ce qui est production créative, ça passe par vous, quoi qu'il advienne. Le montage, c'est Josh qui le fait à chaque fois de toutes nos vidéos. La stratégie, par exemple, excuse-moi, mais le transborder, quand on a annoncé le transborder, on se pose pendant une semaine et on se dit qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on fait, comment on l'annonce. En fait, vous êtes une mini boîte de com en même temps. Ouais, totalement. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, ça devient compliqué. On cherche justement à agrandir un peu tout ça, tu vois, et à trouver des gens pour nous aider. Parce que tout va très vite. Tu vois, par exemple... tout l'aspect intelligence artificielle, vidéo. Aujourd'hui, on voit des trucs de ouf sur Internet. Ça, nous, on ne sait pas le faire, en fait. On voit qu'on a atteint notre limite. C'était cool il y a 5 ans, ça marchait bien et tout, c'était frais. Aujourd'hui, on aimerait passer un step. Ce step-là, on ne peut pas le passer nous-mêmes parce qu'il faudrait diguer tout ce qui se fait en vidéo et du coup, au détriment de la musique. Donc, on cherche des gens pour nous aider à faire ça. Ouais, je comprends. Ouais, tu voulais dire, Loïs? Non, c'est vraiment, mais souvent les gens, ils ont un peu une vision de... parce qu'il y a des millions d'écoutes ou des millions de personnes qui nous suivent, qu'ils pensent qu'il y a 25 personnes derrière qui s'occupent de tout. Ah ouais, Squeezie, ils sont 37 derrière. Ouais, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Mais oui, quand on voit les vidéos de Squeezie, on sait pourquoi il y a 37 personnes. Tu vois, nous, quand c'est de la téloche. On voit très vite... on est face à un plafond de verre. Nous, il y a plein de choses qu'on aimerait mettre en place et on ne peut pas parce que vraiment, on est deux à soulever ce projet. Il y a des gens qui nous entourent, mais on est deux à soulever ce projet au quotidien. Mais des fois, c'est des trucs qui pourraient faire évoluer le projet, tu vois, genre même des gros concerts, par exemple, là, on parlait les dernières grosses discussions qu'on avait avec nos équipes, c'était pour une grosse tournée sur 2027-2028, où on commencerait à faire des arénas, des zéniths. Et avec Loïs, on s'est dit, wow, en vrai, on va devoir supporter tout ça sur nos épaules. Est-ce qu'on a envie de le faire, tu vois, parce qu'on n'a pas encore justement... Josh, c'est toi qui fais les affiches, Loïs... c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Même l'affiche des Nuits de Fourvière, c'est toi qui as fait le visuel, tous nos visuels de tournée. En fait, on a la main mise sur tout. Et à la fois, c'est cool parce qu'on sait ce qu'on fait. Et il n'y a pas un label qui va pouvoir nous dire... tout et son inverse et on va l'écouter parce que pour le coup nous on a fait pour l'instant vous êtes comment ça se passe d'ailleurs là-dessus là on était chez Warner il y a encore 1 an on a arrêté on a décidé d'arrêter de donc là vous êtes en indé là, en indé mais en fait avant on était en indé, après on avait signé chez Sony, on est retourné en indé, puis il y a 2-3 ans on a voulu re-signer chez une major parce qu'on sentait qu'il y avait des plafonds de verre qu'on n'arrivait pas à passer.
que d'ailleurs Warner nous a aidé à passer, mais il y a d'autres choses qui nous ont moins plu justement. J'ai l'impression qu'ils sont radicalement indépendants, Trinix. Ouais, non mais parce que en fait on a ce truc où en fait on est deux et nous notre manière de travailler entre nous elle est ultra fluide. S'il faut changer quelque chose au dernier moment on le change. S'il faut s'appeler vite fait pour discuter d'un truc on le fait. Et en fait moi j'aime bien la comparaison, souvent les majors c'est un gros paquebot, nous on est dans un petit Zodiac et quand tu demandes à un paquebot de faire demi-tour, il met 4 jours. Nous on tourne le volant et on fait demi-tour. Et on peut très vite être agacé de ces grosses entreprises qui en fait, surtout dans le monde dans lequel on évolue maintenant où tout avance très vite, tout se fait très vite, je trouve que ça colle plus du tout. Et c'est pour ça que pour moi les majors sont en train totalement de couler quoi. Ils ont plus la vision s'ils sur se renouvellent pas. Non, fait s'ils se renouvellent pas rapidement c'est terminé. D'ailleurs, on le voit, tous les gros rappeurs aujourd'hui sont indépendants. T'as Believe qui fait un super travail avec les artistes et je pense que c'est ça l'avenir, quoi. C'est autant une boîte de digital Believe que c'est une boîte de data, non, en fait, finalement. Totalement. Là où nous, on s'est déjà retrouvés chez certains labels où c'est trop à l'ancienne en fait et ils ont pas su évoluer je trouve et je pense parce qu'aussi ça marchait donc quand ça marche tu restes un peu dans ton truc de ils auraient pas dit oui au Forsher. Non, ils disent oui à pas grand chose parce que du coup déjà pour dire oui il faut que ça remonte à 6 personnes c'est ça. Et en fait c'est juste nous après il y a des gens peut-être c'est un modèle qui fonctionne bien pour eux, nous on se retrouvait pas du tout dans ce modèle que ce soit Indochine, les vieux artistes comme ça marche super bien parce qu'ils sont dans un truc un écosystème qui fonctionne mais les artistes un peu frais, nouveaux et actuels comme nous vous sentez à l'étroit quoi. Mais je comprends et en même temps je suis vraiment impressionné de savoir que vous êtes indé parce qu'aujourd'hui toutes plateformes confondues Trinix accumule près de 10 millions de followers sur ces différentes plateformes sociales. Juste pour redonner des chiffres, 2,3 millions sur Instagram, 6,7 millions de followers sur TikTok, c'est faramineux. J'étais persuadé vraiment qu'il y avait une équipe derrière. Donc je suis étonné, j'ai toute une série de questions. Je passe à la benne. Qui gère ça? Qui gère ça? Déjà qui répond, tu vois, que c'est quoi votre parti pris? Parce que vous parliez tout à l'heure de communauté. Là, les communautés, elles sont énormes, 10 millions de followers. Et il y a beaucoup de conversations ici. Donc déjà, il y a la dimension production de contenu. J'ai regardé, vous produisez, j'ai vu sur TikTok, alors... J'entends que vous n'avez pas de calendrier édito, forcément. Ceci étant, c'est un jour sur deux. Vous publiez un truc, c'est quand même beaucoup. Mais c'est dans la gestion, c'est cataclysmique quoi. Enfin vraiment, il y a pas quand je dis qu'il y a pas de calendrier, c'est vraiment on s'envoie un message, on pose quoi aujourd'hui, on a ça, vas-y, on écrit quoi, on écrit ça, on met des hashtags, non peut-être pas, je sais pas, on essaye. C'est tellement c'est une discussion qu'on a encore eu tout à l'heure, tu vois. Justement notamment sur les capsules des Nuits de Fourvière où on a reçu là les images, on est en train d'éditer le son, de se dire OK, quelle partie on met, etc. Mais c'est aussi cool d'un autre côté, mais c'est vraiment cataclysmique, mais dans le bon sens du terme. Tout se fait un peu au dernier moment, entre nous. Vous n'avez pas la sensation, avec ces énormes audiences sur les épaules, d'avoir besoin de nourrir la machine, c'est-à-dire donner à manger ces algos et aux gens qui sont en face? C'est quoi la sensation? Parce que vous devez, si je résume votre job, les gars, vous devez être bon sur scène. Vous l'avez dit, les gens ils ont payé pour ça. Vous devez être bon dans votre album, les gens ils ont payé pour ça. Et puis l'expérience elle commence quand même à un moment donné sur les réseaux, en ligne. Et s'ils vous suivent, c'est parce qu'ils veulent que vous leur donniez à manger. Et donc si vous êtes en silence radio pendant un mois, oui, ça a un impact quelque part sur vos streams et tout. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a fait tellement de vidéos aujourd'hui que c'est difficile pour nous d'être en silence radio pendant un mois. Tu peux ressortir des trucs. Tu peux ressortir des trucs. Il y a toujours de l'actu, il y a toujours des morceaux qui sortent. Ou là, on est en pleine tournée, donc il y aura toujours des images de concerts. Même là, tu vois, quand on était en tournée à l'international, on n'avait pas forcément préparé des vidéos avant. On s'était dit, on verra là-bas sur place. Et puis aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec un téléphone, un trépied, tu peux faire un contenu en l'espace de quelques secondes. Tu vois, donc on posait le téléphone, le trépied, on branchait nos machines, on a tous nos tips, tous nos skills, tu vois, pour que ça aille ultra vite aujourd'hui en fait. Donc, mais derrière ça, il y a une envie de créer, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le truc de fond. Tu disais, on poste tous les 2 jours peut-être, mais c'est juste une envie de... On est à Sao Paulo, dans notre chambre d'hôtel, on s'ennuie un peu, on se dit, vas-y,
on a cette vidéo-là brésilienne et tout, ça te dit pas qu'on se la tourne en bas parce qu'il y a un joli décor, on demande à l'hôtel, il nous laisse filmer dans ce joli décor, tu vois, on poste. Et on aime bien ça aussi, c'est Et marrant. c'est ça qui est bien aussi avec notre j'allais dire notre concept, mais enfin il nous appartient pas, mais la façon en tout cas qu'on a de communiquer sur nos réseaux, c'est que ça demande pas un cadreur, une prise son, un machin, on peut gérer ça tout seul et ça c'est vraiment un truc c'est un qu'on a format envie de que garder. vous êtes À chaud. inventé, qui est fait pour vous aussi, pour qu'il T'as des soit artistes, agile. ouais. Et c'est ça qu'on complètement. aime bien, nous, mais même sur la musique. T'as les artistes, surtout. ils peuvent pas. Ouais, il y a des artistes, Mm. ils ont enfin, faut aussi monter. Tu prends Anima ou des mecs comme ça, Ouais. tu vois, qui ont Ouais, une tout ce qu'ils super font, DA ultra léché, le mec il peut pas Ouais. faire un truc, tu vois, à la va-vite. Je comprends. Allez, on bascule du côté de Spotify. Vous avez plus de 11 millions d'écoutes mensuelles sur Spotify. Voilà. Là encore, les chiffres ils sont assez énormes. Il y a des titres comme Vaitimbora, Beautiful Day qui génèrent vraiment des centaines de milliers d'écoutes par jour. Hein. C'est fou. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre un pic de viralité sur TikTok, par exemple, et un pic de stream côté Spotify? Alors, globalement, si on parle pas de notre projet à nous, non, pas vraiment. Parce que j'ai vu les chiffres, c'est 15% des musiques virales sur TikTok qui arrivent à convertir sur Spotify. Ok. Donc, c'est pas énorme en soi. Mais nous, on a la chance, par contre, d'avoir ce truc-là où les gens nous suivent pour ce format-là sur les réseaux sociaux, mais ils sont vachement demandeurs qu'on sorte les musiques après. Donc, quand il y a un pic de viralité sur nos réseaux sociaux, nous, on le ressent directement sur les plateformes de streaming. Parce qu'on Mais fait de la musique, je pense que les gens ont envie d'écouter. Ouais, Tu vois, c'est c'est vrai. pas juste de la musique TikTok, tu vois. C'est y a- pas un speed-up, quoi. Non. Ouais, non. Vous avez fait des speed-up? J'ai cherché. Non, je crois pas. C'est ça, j'ai Non. pas vu. Non, Non. on n'est pas tombé dans ce truc-là de faire de la musique pour Pour la TikTok, plateforme. Pour la plateforme, Ouais. tu Non, non. vois. Mais par contre, on a de la chance que nos musiques, elles marchent bien. Mais on se pose souvent la question d'ailleurs pourquoi. Mm. Et on sait pas. En vrai, on n'a pas la réponse à ça de pourquoi est-ce que certains morceaux marchent mieux que d'autres. Il y a l'algorithme, il y a le moment, Ouais. il y a tout qui fait quoi. J'ai été étonné de voir que vous avez 2 profils sur Spotify. Donc, tu as Trinix et Trinix Remix. Ça tient à quoi, ça? Pourquoi? Bah ça c'est parce que comme on sort beaucoup de vidéos justement, il y a plein de gens qui nous demandaient ouais sortez ce son là et c'est pas des sons qu'on, tu vois, je sais pas, par exemple si tu fais un remix avec un chien ou un chat, tu vois, et des fois on postait ça à l'époque pour rigoler sur TikTok et il y a des gens qui nous disaient ah ce serait trop bien que ça sorte et tout, et du coup on a créé ce profil Ça un peu brouillait spam les cartes, ça faisait. Ah ouais, ok. pour Non, et pas puis, pour pas mélanger ça avec notre discographie. C'est comme une chaîne secondaire de C'est ça, youtubeurs. et on trouve Ouais. ça cool que les gens puissent quand même accéder à ces musiques-là, même si nous c'est des trucs qu'on a fait pour rire, etc. Bah, on est quand même surpris de voir qu'il y a des gens qui veulent les écouter. Donc en vrai, ouais, c'est plus dans une volonté de vouloir donner aux gens ce qu'ils veulent en fait. Et en même temps de se laisser un storytelling propre, Ouais, c'est ça. plus calibré C'est peut-être aussi sur Ouais, c'est vos ça. projets albums, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense de l'éditorialisation de Spotify? Il y a aujourd'hui Spotify, il y a ces fameuses playlists. Tu ressembles à Daniel Ek d'ailleurs, je sais pas si on te l'a déjà dit, c'est le créateur. tu dis juste ça parce que je suis chaud, c'est pas cool, mec. T'as pas le droit. Tu lui ressembles un peu. C'est peut-être. J'espère plus Mettez la sympa photo parce de que le mec Daniel a Ek, mauvaise mettez la photo de réputation. Daniel. C'est vrai que c'est pas le mec. Bah, en T'as ce envie de moment, ouais, ressembler non, en ce mais moment. ouais, en ce moment, t'as pas trop envie de lui ressembler, j'avoue. Ok, donc Daniel Ek ou pas, donc il y a des mecs qui éditorialisent du côté de Spotify, et vous avez, on vous trouve fréquemment hein, dans ces playlists, Ouais. playlists de l'été, boum, les top hits, etc. Ça c'est quoi? C'est une bataille pour être là quand on est artiste? Je veux dire, c'est cool, ou à l'inverse, c'est embarrassant, c'est quoi? Je pense pour 90% des artistes, c'est une bataille. Nous, on a la chance, justement, comme disait Loïs tout à l'heure, d'être arrivé un peu à la genèse de Spotify. Je crois que quand on a distribué nos premiers morceaux sur la plateforme, elle devait avoir 3 ans ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, on a créé un peu je pense une relation, même si on leur parle pas, mais avec les éditorialistes. Ils savent, Trinix, ils l'ont vu plusieurs fois et tout, ils savent que quand ils nous mettent en playlist, ça marche. C'est ça aussi, comment ça fonctionne, parce que je sais pas si les gens ils savent. L'édito, en fait, il va te mettre en playlist, donc par exemple sur, je sais pas, hit de l'été, et en fait, eux, ils ont les datas de la playlist. Donc si ton son... c'est celui qui fait le plus d'écoute et que les gens écoutent le plus dans la playlist, ils vont te remonter. En revanche,
s'il fait pas beaucoup d'écoutes, ils vont te sortir de la playlist. Ouais, il y a une espèce de sélection naturelle un peu, et surtout que maintenant de plus en plus, parce que la curation, elle est quand même en train de disparaître. Petit à petit, De plus maintenant, en c'est plus, l'algo qui c'est prend le l'algorithme dessus. Ouais. maintenant. J'allais Ok. y en venir, ouais. Ouais, les playlists sont de plus en plus algorithmiques maintenant. Et ça, de votre côté, ça a un impact quoi Bah, en fait, ça fonctionne un peu pareil finalement. Ouais. C'est un peu triste parce que moi je trouve ça triste parce que je préfère que ce soit des vrais humains qui créent les playlists, Ouais. tu vois, plutôt que des robots. Mais pour nous, en tout cas, ça change pas grand-chose parce que au final, c'est toujours les gens en fait qui vont décider. Donc, si ton morceau il est beaucoup écouté, forcément l'algorithme il va se dire ah tiens Trinix, à chaque fois que je les mets dans une playlist, les gens l'écoutent en fait. Et ça, nous, on a la chance justement d'avoir ce truc-là où les gens nous écoutent beaucoup. Ouais. Je me faisais la remarque, vous êtes une locomotive en fait. Là, tu parlais de locomotive sur les playlists et tout. Quand il y a Trinix dedans, ça pousse aussi le format éditorialisé. Et je me faisais la remarque que sur tes sessions au sanitaire, là, tu trouves des bons sons. Mais j'imagine que maintenant, à l'inverse, on doit vous solliciter. Genre, hey, je fais ce petit truc de folk là, si jamais les gars ça vous tente de le remix. Comment vous gérez ça, les sollicitations aujourd'hui Est-ce que c'est cool et ça vous permet peut-être d'accéder à des artistes auxquels vous aviez pas identifié, vous aviez pas accès précédemment, ou à l'inverse vous souhaitez vraiment être à l'origine, tu vois, de la trouvaille quoi. Ah non, c'est trop cool en vrai que les gens nous envoient et ils nous en envoient énormément. Ouais, j'imagine. Nous, c'est trop bien parce que ça nous permet de découvrir plein d'artistes. Nous, on est vachement curieux de tout ça. Même quand on fait des concerts à l'autre bout du monde, à chaque fois, on va à la fin rencontrer les gens. Après chaque concert, on essaye. Et du coup, on leur demande, ouais, c'est quoi les morceaux ici, du moment, c'est quoi ce que vous aimez. On est ultra curieux, en fait. Et donc, forcément, des fois, on tombe sur des pépites. Il y a des gens qui nous envoient des trucs. Après, voilà, des fois, il y a aussi des parents qui nous disent, voilà, mon fils, il chante. Qui fait du djembé, tiens, si jamais. Des fois, tu te dis, ça va être un peu compliqué. Mais on aime bien ce truc-là parce que ça ramène un vrai côté de partage avec les gens, avec l'artiste. Ça crée une vraie histoire. Et les gens sont fiers. Des fois, ils disent, c'est une vidéo que je vous ai envoyée. Donc, ils sont contents. Tu m'étonnes, bien sûr. Attends, tu rigoles. Cette dimension partage, on le retrouve vraiment dans l'album Origine, album sorti il y a presque un an maintenant, août 2025. Ouais, c'est vrai, il y a presque un an. Troisième album de Trinix qui s'appelle donc Origine. L'album il donne envie de voyager, voilà, ça sent quand même les vacances quoi. Grosse influence africaine, brésilienne, caribéenne, énormément de featuring. Vous avez gardé en fait quand même ce principe au cœur de cet album. Est-ce qu'il y a une escale de l'album, un pays, une collaboration vraiment qui vous a marqué humainement, qui était un cran au-dessus? Si vous devez en retenir une, là, 12 titres, je crois, dans l'album, c'est ça? C'est pas la plus lointaine, ouais. mais c'est le morceau qu'on a fait avec Sofiane Pamar. Donc on l'a rencontré, je crois, en 2023. Il nous avait invité à son Olympia via des amis en commun. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas, on avait échangé nos contacts, et on discutait un peu, on s'est liés d'amitié avec le temps. Et nous, dès le départ, on adore son travail, donc on voulait faire un morceau avec lui, mais on attendait le bon moment pour lui proposer quelque chose. Et donc, quand est venue l'idée de faire cet album, on lui a fait un petit message, on lui a dit voilà, on a un album sur ce thème-là. Il a dit bougez pas, je vous envoie Oussama, il va négocier avec vous avant. Non, même pas, mais du coup, il nous a répondu directement, parce que c'est quelqu'un d'ultra accessible, ultra gentil. Ouais. Et il nous a dit Oussama, très gentil aussi. Là, il y a un potentiel de même viral, vas-y, fonce, Josh. C'est vrai. Et du coup, on lui a expliqué un peu le thème de l'album pour l'inspirer. Il nous a envoyé plusieurs démos et donc on a fait ce morceau avec lui. Ouais. Et c'est vraiment un morceau spécial parce que il y a un vrai lien d'amitié où c'est la personne avec qui on a vécu le plus de moments un peu fous. Il nous a invités lorsqu'il jouait au château de Chantilly. Juste après la sortie du morceau, on a pu jouer le morceau ensemble dans ce cadre magnifique et tout. Il est venu aussi à notre live session. Donc... Justement, j'allais en parler de ce live session. Donc pour le lancement de cet album, vous faites un live. On peut retrouver les images, elles sont sur YouTube. Je l'ai noté quelque part, 1,3 million de vues pour cette vidéo, juste pour situer. Vidéo magnifique, sur les toits de Paris. Où vous faites une session live d'une 40aine de minutes de démo en fait et donc Sofiane Pamar avec vous en feat sur une partie des titres. Comment ça s'est fait ça? Comment ça a été produit ce live? Parce que les images sont magnifiques et ce qu'il y a de marrant c'est qu'on a l'impression d'être peut-être dans une autre ville.
Il y a un petit côté, je sais pas si c'est la lumière un peu golden hour là, il y a un petit, il y a un petit fond, on se croirait presque, en Amérique centrale ou quelque chose comme ça. Ouais. Bah, Non, ça elle est s'est fait vraiment comme choisie. toutes nos vidéos en fait. On s'est dit, il faut qu'on fasse une petite live session sympa. Mais on a organisé ça vraiment à la bonne franquette, quoi. On a loué des tapis qu'on a posés par terre, on a invité des potes. C'est qui a fait la DA? C'est vous ça, les C'est gars? nous, ouais. Ouais. Non, la déco vraiment au tapis près, c'est Josh. Il faut lui remettre, C'est faut vrai. remettre à César ce qui est à César. Non, ouais, en gros, on avait réfléchi en amont à qu'est-ce qu'on voulait, parce qu'on avait vu notamment Fred Again faire une live session sur un Même rooftop. Tiff, Et Tiff. Tiff avant, ouais. Et en fait, on adorait ce concept-là de faire vivre un album d'une manière un peu différente. Et on trouvait ça trop stylé. Du coup, on a un peu mêlé les deux, Fred Again et Tiff. Et nous, vu qu'on a un album vachement organique avec les musiques du monde, on s'est dit, bah, il nous faut un décor chaleureux, etc. Donc, on a d'abord réfléchi au décor. Grosse DA, c'est bien fait. Ouais, Je franchement, trouve c'est- jusqu'aux gars autour qui boivent leur verre façon chill et mais tout. ça, c'est. J'ai compris, C'est c'était vraiment pas des nos figurants, amis. Non, c'était c'est vraiment nos vraiment amis. des Et potes. 2 jours avant, Ouais. on appelle nos potes, Ouais. on leur dit, venez. Et juste, bah, comme ça, vous allez pouvoir écouter l'album en avant-première, mais il n'y a rien de. Il n'y a rien de surfait, vraiment. Ouais, Et je ouais. pense que c'est ça qui fait aussi que les gens, ils aiment bien tout ce qu'on peut faire sur Internet. C'est qu'en vrai, c'est C'est ultra naturel, réel ouais. et naturel, quoi. Là, on le disait, vous êtes en plein milieu d'une tournée. Un an, ça fait un an que vous êtes en fait dans cette tournée à peu près ou Ouais, on a eu des ouais. petites pauses. On a eu des petites pauses quand même. On a la chance de pouvoir se permettre de choisir ce qu'on fait Ouais. et ce qu'on fait pas déjà. Donc il y a des moments souvent entre novembre et mars où on a la chance de pas pouvoir faire de concert pour justement plus produire de la musique Et préparer la suite, ouais. et préparer la suite. Donc Et c'est aller pas skier, vraiment, non c'est pas vraiment des pauses. Non, en cette année, on fait. n'a même pas eu Vous le êtes temps. même Ouais. pas Cette année, allé c'est là où on a vu qu'on avait beaucoup de travail. Paul Public, Trinix, c'est aussi l'histoire de vous, hein, deux potes qui font leurs vidéos. Il y a ce petit côté un peu de la chambre à la scène, quoi. Très créateur très internet culture, tu vois. Comment est-ce que vous arrivez à reproduire, à ramener cette histoire jusque sur scène? Est-ce que sur scène on est en rupture, c'est-à-dire non mais là maintenant vous allez assister à un show, quoi, ou est-ce que vous infusez aussi cette culture internet et puis le storytelling de votre aventure en duo? Ouais, complètement. En fait, tout notre set, il est travaillé de telle sorte à ce que quelqu'un qui nous a découvert sur Internet, il s'y retrouve aussi en concert. Ce truc de rupture, on l'avait un peu avant, où on était justement à la transition, quand on commençait un peu à prendre beaucoup d'abonnés sur les réseaux et tout. On s'est dit, attends, mais là, il y a des gens qui vont venir nous voir en concert, qui savent pas en fait que ce qu'on fait en vidéo, on le fait pas du tout en concert. Et du coup, là, on a commencé à réfléchir à comment amener ce concept, justement, Internet, ces vidéos, à la scène. Et pour, Donc du coup ça prend quelle forme? Il y a par exemple vous ramenez de la vidéo, il y a de la Ouais, il y a de projection? la vidéo. On ramène les performeurs du coup sur les écrans Ouais. souvent. Donc ça, il y a vraiment le format un peu live looping qu'on fait sur Internet. Il est là en direct live. Ok. Il y a aussi pas mal de justement des mashups. On le disait tout à l'heure, on a fait pas mal de mashups. Donc je sais pas, on peut prendre plein de musiques des années 2000 sur 5 minutes. Et ça, c'est un truc qui parle vachement aux gens. Ah bah aujourd'hui, en plus, ouais, la culture années 2000, musicalement, Ouais. c'est redevenu à la mode de fou, quoi. Ah, donc Mais vous avez gardé des petits morceaux, des pastilles comme ça qui Ouais. viennent de ce que vous proposez en ligne sur scène aussi. C'est ça, on essaie vraiment de faire Ouais. que le groupe Trinix, en fait, ce soit un peu un ramassis de tout ce qu'on fait. Ouais. Donc, faut pas que certaines personnes se sentent lésées. S'il y a des gens qui nous aiment parce qu'on fait des musiques du monde, je peux pas arriver et pas faire de musique du monde en concert. S'il y a des gens qui aiment un peu Mais les c'est vraiment mashups. construit comme un voyage. c'est un quoi. voyage, Ça fait quoi. pas fourre-tout. Non, non, On a ouais. réussi aujourd'hui à faire quelque chose, je trouve, d'assez intéressant. Je me jette des fleurs, c'est fou. Ouais. Mais vu Bah non, mais là en l'occurrence la scéno, tout ça c'est vous, hein. ouais. ouais. Ah, Tu peux y aller alors Josh, hein. Envoie-toi des fleurs autant que tu veux, c'est non, bien, mais hein. je pense qu'on a réussi en tout cas à créer une espèce de cohérence qui fait que, Dieu merci, on arrive à faire que les gens achètent des tickets pour venir nous voir, sont pas déçus et en plus reviennent. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra dur. Nous, on voit certains créateurs de contenu qui ont des millions d'abonnés, mais qui, comme je disais tout à l'heure, n'arrivent pas forcément à convertir sur les plateformes de streaming ou pas forcément à convertir en termes de vente de tickets. Vendre des tickets, c'est le truc le plus dur, je pense, de nos jours. Et tu penses que ça tient à quoi dans votre cas? Qu'est-ce qui fait la diff?
c'est qu'on a réussi un peu à cocher plusieurs cases en même temps, parce qu'on est certes vu comme un peu un groupe d'internet, mais à la fois on a quand même réussi à avoir j'aime pas ce mot, mais des succès qui sont passés à la radio, ou des musiques qui ont fait le tour du monde. Ouais. Et je pense même c'est aussi le fait que les gens, quand ils viennent nous voir en concert, ils passent un bon moment. Nous, comme il disait tout à l'heure, à la fin de chaque concert, on va voir les gens, on prend 1 heure, 2 heures, des fois même 3 heures pour faire des photos et tout. Et on fait pas ça juste pour prendre un shot d'amour. On fait ça parce qu'on aime bien, justement, encore, je reparle de cette fameuse époque SoundCloud où on allait demander les avis et tout. Là, c'est un peu la même chose, mais en réel, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a déplu ? Et nous, on se nourrit de ça. Ouais. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'améliorer le show de sorte à ce que... les gens ils en deviennent accros. Il y a des gens, ils sont venus nous voir 6-7 fois, quoi. J'imagine dans la relation comme ça que tu as avec les fans en sortie de scène, il doit y avoir une couleur peut-être différente que d'autres artistes. Vous êtes peut-être encore plus dans l'intimité de vos fans, de vos spectateurs, parce que là, ça vient du mobile, quoi. Ça vient cette vidéo, je l'ai kiffée, je l'ai partagée avec mes potes, etc. C'est pas pareil que quelqu'un que j'écoute sur Spotify, quoi. Non, nous, il n'y a pas du tout de starification. Ouais. En vrai, quand on va discuter avec les gens, on discute normalement avec eux, on leur pose des questions, on rigole. C'est ça qui est bien aussi, je pense. Et aussi parce qu'on respecte les gens à 2000%, mais dans tous les aspects. Et même des fois, ça peut rendre fou un peu certaines personnes qui travaillent autour de nous, c'est parce que l'expérience un peu, comme on dit, client, elle est ultra importante pour nous, parce que les gens qui achètent un ticket, moi j'ai déjà acheté des tickets pour un artiste, je sais ce que ça représente. Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils viennent avec leurs 2 enfants à Paris, ça leur coûte un TGV, un truc, un machin. Donc déjà, on se bat pour avoir des places pas chères. Ça, les gens nous disent, mais vous êtes complètement fous. On refuse toutes les plateformes qui pratiquent la surenchère, par exemple. Tarification dynamique, on ne veut pas en entendre parler. Les prix de billets, où c'est plus cher, souvent pour avoir des meilleures places, ou les meet and greet nous, payants. c'est le même prix pour tout le monde, que ce soit gradin. Okay. On essaye au maximum. Il n'y a pas le carré fausse or. Là. Non, on essaye au maximum. Des fois, c'est pas forcément possible, mais on essaye au maximum. Les meet and greet payants, on fait pas. On ne veut pas en entendre parler. Et même sur plein de choses beaucoup plus précis que ça. Là, on est parti par exemple aux États-Unis et en Amérique latine, et on s'est battu pour que les gens sachent à quelle heure on joue, qu'on joue dans des belles salles, parce qu'en fait, il y a eu plein de problèmes sur des trucs comme ça. Et en fait, ou que les gens puissent acheter un ticket facilement, que ce soit simple pour eux en termes d'expérience client. Que t'es pas obligé de mettre ton groupe sanguin, tu vois, pour arriver à la page de paiement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Des fois, tu vas pour acheter un ticket, ils te demandent trop d'infos. Et nous, on se bat, mais vraiment, c'est un combat. C'est un combat au quotidien. Au quotidien, auprès de notre booker, de nos équipes et tout. Parce que... Pour que vous ne deveniez pas un truc accessible exclusivement à ceux qui en ont les moyens et qui sont de la partie Et parce qu'on est intéressé par tout ça, et parce qu'on regarde comment ça se passe. Nous, chaque concert qu'on fait, on achète un ticket pour voir c'est quoi le cheminement pour aller jusqu'au ticket. On regarde sur les plateformes quand un morceau sort, est-ce qu'il n'y a pas de souci. Dès qu'on a fait lancer des choses dans nos vies, c'est nous, le jour J, qui faisons un mail aux personnes concernées pour leur dire là il y a un problème, ça va pas, ça vous êtes trompé, là c'est pas le bon prix. L'artwork il est flou ici. C'est pas disponible sur Amazon. Mais les gars, quand je vous entends comme ça, je dirais presque au-delà de la musique, votre sens du détail, de la création, de l'expérience, de l'image, vous vous posez des fois la question de faire d'autres projets qui sont plus proches de la création de contenu, ce qu'on appelle la création de contenu internet, tu vois, ou autre d'ailleurs, moins musique, mais plus dans l'image, dans la création. Il y a ça quelque part qui traîne dans un coin ou pas ? On aimerait bien, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où on a besoin là de plus de gens pour s'entourer, tu vois. On aimerait faire énormément j'ai l'impression là, des live Twitch, être un peu plus justement dans le côté entertainment, mais on n'a pas le temps. Ni l'énergie, parce qu'en fait on passe vraiment on passe beaucoup de notre énergie dans faire en sorte que les choses se passent bien pour les gens. Bien sûr. Et ça nous prend énormément de temps, tu vois. Et donc ça nous fatigue. Les Nuits de Fourvière, nous c'est un truc, on le préparait depuis des mois et des mois. Il y a plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu sur les 2 semaines avant. Et nous, on doit... quasi tout. Et du coup, nous, on doit être là à tout essayer de gérer, à trouver des solutions. C'était une grosse date, ça, pour vous, les Nuits de Fourvière. C'était un moment important. C'était un moment important. En termes de capacité, on a déjà fait bien sûr 10 fois plus. Mais par contre, c'est un moment qui était ultra important pour nous, quoi. Du fait de Lyon.
Totalement. Ouais, ouais. J'ai reçu ici les Nuits de Fourvière justement. Oui, j'avais vu la. Et la vidéo. on avait beaucoup parlé de vous. Hein. Elle était enthousiaste. Hein. Ouais. Ils étaient très chauds de vous avoir. Est-ce qu'il y a une ville justement ou une date sur ce World Tour que vous avez peut-être considéré comme alors là on a parlé de Lyon, mais au-delà de Lyon comme un symbole particulier dans votre histoire, peut-être je sais pas un rêve ou un milestone quoi. Vous avez dit putain on a fait ça quoi. Ouais, l'Amérique latine, c'était cool de voyager là-bas, de passer par le Chili et tout. Vous avez pas vu Manu Chao là, non? Non. Malheureusement, on aime beaucoup Manu Chao. Sao Paulo aussi, c'était particulier, parce que comme on fait beaucoup de musique brésilienne, de se retrouver là-bas, c'était un truc de ouf. Mais Montréal aussi, hein. Montréal, c'était un moment incroyable. Ouais, Montréal, c'était vraiment ouf. C'était la plus grosse capacité en Amérique qu'on ait fait là-bas. Mais en fait, toute la tournée, même dans son entièreté, c'était un peu une claque pour nous de se retrouver devant des jauges de 1000 personnes et de se dire que les gens, ils ont acheté un ticket, qu'ils connaissaient nos musiques et tout. C'était un peu vertigineux. Au Chili, avec des gens, tu vois, on se dit, mais c'est marrant, là tu te dis, mais ouais, ça n'a aucun sens en fait pour nous. Est-ce qu'il faut, les amis, que pour la suite, on vous souhaite une vie à la David Guetta, c'est-à-dire je touche plus jamais sol, c'est du non-stop et tout? Non, ça on voulez, en parle souvent en plus. Non, on veut pas de cette vie-là en vrai. Hein. Ouais. On veut pas de cette vie-là. Non, pour la suite, continuer à être heureux et à faire ce qu'on fait comme on le fait. Garder justement cette énergie-là de faire les choses pour les gens et de partager avec les gens. Ouais. Et pas devenir un produit. Si là tout de suite vous êtes lancé, on a dit en 2012 la rencontre, ça date maintenant. Hein. Ouais. Là maintenant il y a des kids qui rêvent de faire ce que vous faites aujourd'hui, qui vous regardent avec les yeux qui brillent, qui disent waouh, si un jour c'est quoi un conseil à leur donner là, c'est quoi le truc? Moi je dirais continuez à faire ce que vous aimez en fait, c'est ça surtout. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est de le faire parce que t'aimes le faire, pas le faire. Par passion, par passion, pas le faire pour gagner de l'argent ou pour espérer devenir connu, ça marchera pas. Et aussi, je pense, nous, un truc qui nous a beaucoup aidé quand on était plus jeunes, c'est pas attendre des gens, faire par soi-même et pas attendre d'avoir 25 personnes autour de soi pour lancer des projets, faire plein de choses. Ouais, c'est vrai, des fois je vois des petits jeunes, petits artistes, tu vois, que je contacte. Je sais pas, pour parler musique, parce que j'ai écouté justement. Qui se voit avec mon agent. Ouais, qui se voit avec mon manager. 4 personnes autour d'eux, t'es là en mode, mais t'en es. Pourquoi T'as un manager. Ouais, c'est plus tard, tu sais, faut déjà. Et puis il faut apprendre à faire les choses par soi-même, c'est important. Parce que comme ça, t'as une vraie connaissance de tout. Et ça, c'est des leçons d'anciens, là. Attention. Ouais, là, c'est des leçons d'anciens qui font encore eux-mêmes les montages. Attention. C'est vrai. En fait, comprendre comment fonctionne cette industrie musicale et tout, c'est important. Ouais. Et pour ça, faut aussi mettre les mains dans le cambouis, quoi. Josh, Loïs, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Je sais qu'il est compté. Merci. Je me suis régalé, moi j'ai passé un très bon moment. Ouais, nous aussi. J'imagine, vous qui avez écouté cet épisode, que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le dire là à Trinix et répondre à tous les commentaires. On lit tous les commentaires, les gars. Et ils répondent eux-mêmes, vous avez bien compris. Ce podcast, vous l'écoutiez dans une application de podcast. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à partager autour de vous. Évidemment, allez voir Trinix en concert prochainement. Allez acheter l'album aussi. Donnez de la force en stream, c'est quoi le mieux? En concert, qu'est-ce qu'on fait? les concerts, hein, les concerts, c'est mieux, ouais. Concert. C'est top. Bon, concert, prenez vos places. Un grand merci les gars, merci à vous et bravo à vous aussi pour ce que vous faites. Franchement, c'est génial. Merci, c'est cool. Très belle continuation. Salut, à ciao, bye bye.